Hey yo yo, bienvenue, c'est l'avis de Mike, l'émission où je vous donne mon avis même si vous ne me l'avez pas demandé. Aujourd'hui on va parler de One Piece, on va parler de l'arc Wano et le dernier chapitre qui est sorti. Allez, c'est parti. Donc bienvenue, on va parler de One Piece. Vous avez vu, j'ai mis le maillot de Marseille. T'inquiète, il y a les rageux, il y a les haineux. Moi, je suis pas anti-parisien, je suis marseillais depuis les années. Donc, représente. Puis voilà, donc, allez, on s'en fout, on va parler One Piece. Alors, je vais faire une vidéo en deux parties. D'abord sur le dernier chapitre, donc le 1058. Et ensuite, je vais donner mon avis sur l'arc de Wano. Voilà, comme j'ai pas fait chapitre par chapitre sur One Piece. Mais je vais donner mon avis sur l'arc de Wano en entier. Donc voilà. On va commencer par le chapitre 1058. Allez, c'est parti. Yo, donc le chapitre 1058, déjà, ça marque vraiment la fin de Wano. Enfin, c'était le 1057 qui marquait la fin de Wano, parce que... Mais là, c'est vraiment le début de l'aventure. Ils sont en mer. C'est la première fois que l'équipage est réuni au complet, on va dire. C'est-à-dire qu'il y a Jinbei en plus de tous les Mugiwara. Donc ça, ils découvrent leur prime. Donc on voit que Jinbei, ça fait parler un petit peu, c'est que Jinbei est légèrement au-dessus de Sanji, et Zoro est le deuxième. Mais ça se joue à pas grand chose entre Jinbei et Luffy, Jinbei et Zoro, pardon. Donc il y a une petite différence sur les primes. Mais grosso modo, donc ça confirme que Zoro est le numéro 2 de l'équipage. Donc Zoro est le numéro 2 de l'équipage. Et entre Jinbei et Sanji, bon, ça se joue à pas grand chose. Non, c'est plus un monster trio, c'est un monster quatuor, on va dire. Donc il y a toujours la rivalité Sanji puis Zoro. Puisqu'ils se tapent, voilà. Donc tout le monde voit à peu près sa prime augmenter. Donc ça, c'est une bonne chose. Rappelons que toutefois, les primes ne reflètent pas forcément la dangerosité, hein. Parce qu'on va reparler de primes après, mais des fois la prime peut représenter, parce que tu as un secret, tu as des connaissances qui peuvent mettre en péril le gouvernement mondial, voilà, parce que tu es recherché pour X raisons, parce que tu as une influence, voilà, ou parce que tu as commis un crime, voilà. C'est pas forcément représentatif de ta puissance. Donc il y a beaucoup de gens qui se disent ouais, il a une prime supérieure, donc il est forcément plus puissant. Donc non, c'est pas forcément ça. Ça peut être sa dangerosité par rapport à ton fruit du démon. C'est pas forcément que tu es fort, mais tu as un fruit du démon qui est dangereux. Donc voilà, faut prendre tout ça en perspective quand on analyse les primes. Donc voilà, tout le monde a sa prime qui augmente, tout le monde est content, etc. etc. Même Nami qui voit sa prime augmenter et qui a une prime, alors que voilà, elle a une prime puissante alors qu'elle n'est pas forcément très puissante au combat. Quoique avec Zeus maintenant, elle a augmenté. Donc voilà, ça c'est la première chose. Ensuite on va parler à la partie qui nous intéresse sur ce chapitre. C'est la partie où on comprend que comment s'est formée cette équipe entre Mihawk, Crocodile et Baggy le clown, et Baggy qui est sur ce qu'on a voyé dans le précédent chapitre, était le chef de cette alliance, alors que pas du tout. C'est une idée de Crocodile, etc. Et que la prime, donc là on parle de prime, et la prime la plus élevée est pourtant celle de Mihawk. Pourtant c'est pas lui qui est le statut de Yonko. C'est Baggy qui a le statut de Yonko. Donc comme quoi, des fois, après c'est les événements qui sont attribués à Baggy qui font que il était là, il a été dans l'équipage, c'était un coéquipier du Roux, il était dans l'équipage de Roger, il s'est évadé de Impel Down, il était à Marineford, donc tout ça fait qu'il lui prête des intentions qu'il n'a pas en fait. Donc on va parler un peu de ça, parce que ça aussi, il y a beaucoup de gens qui disaient que... Donc, comment on va parler de Mihawk en fait, parce que c'est surtout ça qui intéresse les gens, parce que il y a des personnages comme ça qui sont un peu mythiques et que les gens ont beaucoup spéculé sur leur force, sur leur puissance, etc. tout au long de l'œuvre, et qu'on n'a pas vu vraiment se battre en fait. Alors Mihawk on l'a vu se battre, mais pas à fond, et pas affronter d'ennemis vraiment super fort. Ensuite il y a le fait que Oda il a dit que Vista pouvait rivaliser. Alors c'est-à-dire rivaliser, c'est-à-dire que tu peux réussir
à te battre contre lui, c'est-à-dire que tu te fais pas one shot, mais ça veut pas dire que forcément que tu gagnes et que tu as la même puissance. Sinon, Vista serait le meilleur épéiste du monde, alors que c'est pas lui qui a ce titre-là. Donc on va parler de Mihawk comme on nous a été présenté, comme l'homme le plus grand épéiste du monde, comme l'homme qui rivalisait avec Shanks. Ok. Et là, on nous dit que c'était le chasseur de marine. Donc ça, c'est en opposition avec Zoro, qui est le chasseur de pirates. Et puis lui, c'est le chasseur de marine. Donc tout ça fait que, puis rappelons qu'il y a une flotte qui est venue essayer de l'arrêter, qu'ils n'ont pas réussi. Ok. Ils n'ont pas réussi, et a priori, lui, il est tout seul. Sauf si on compte les singes, mais je ne suis pas sûr que les singes soient battus avec lui. Donc bon, ça, est-ce que l'animé le développera, voilà. Donc voilà, tout ça fait que Mihawk a un statut spécial. Il a one-shot Zoro à l'époque. Sur Marineford, il s'est jamais battu sérieusement. Il envoie juste un petit coup de lame pour dire. Donc beaucoup se sont arrêtés à ça et à la phrase de il rivalise avec Vista. Donc ça, déjà, premièrement, c'était pré Marineford, on va dire au moment de Marineford. Donc, et moi, quand j'entends on rivalise, c'est-à-dire qu'il peut tenir tête. Ça ne veut pas dire qu'il est plus fort. Voilà. Pareil pour Shanks et Mihawk. Ils se tiennent tête et ils rivalisent à l'épée. Ça ne veut pas dire qu'ils sont égaux. S'ils se battaient vraiment à mort, il y en a forcément un au moment donné qui mourrait. Je vais prendre d'autres exemples dans nos mangas. Le rival au début de Naruto est pour lui le rival de Sasuke au début. Pourtant Sasuke est un petit peu plus fort. C'est-à-dire que tu rivalises à un petit moment donné jusqu'à ce que tu perdes. Donc rival ne veut pas dire égal. Attention à ce terme qui est parfois mal utilisé, mal compris. Mihawk, tout le monde disait non, il a le niveau Yonko, non, il n'a pas le niveau Yonko, parce qu'à Marineford, effectivement, à Marineford, il n'a pas fait état de tous ses talents qui pourraient le mettre au niveau de Yonko, mais les Yonko, on les a vus se battre à Marineford et après Marineford. Donc, et puis, le système de combat a évolué. C'est-à-dire que les niveaux de puissance pour des mêmes personnages qui étaient à Marineford et après Marineford ne sont plus les mêmes. Parce que Oda a développé l'utilisation du haki qui n'était pas à Marineford très 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 développé. Il y avait pas on avait le haki des rois, on va dire. Il a été utilisé qu'une fois par Luffy et c'était juste pour assommer les gens, mais il n'était pas utilisé comme il était utilisé comme on le voit aussi à Wano. Donc du coup ça fait que les niveaux de puissance de Marineford sont plus les mêmes. Si tu prends les mêmes personnages, tu vois Marco, tu vois d'autres personnages, tu vois Barbe Blanche, on a vu Barbe Blanche se battre à son prime dans l'arc Wano, et là du coup je pense que Oda a fait évoluer. Moi je pense peut-être qu'à un moment donné à Marineford, à l'époque de Marineford, comme il disait oui il rivalise, aujourd'hui tu leur poses la question à Oda, tu vas voir qu'il va dire que non, que Mihawk il est plus fort que Vista. Parce que là, le manga l'exige qu'il soit à un niveau plus haut. Il a une prime maintenant qui est 4 millions. Donc les choses, je pense, ont évolué. On ne savait pas encore où placer Mihawk. Maintenant, je pense que malgré que quand même il y avait des indices de dire que c'était l'égal de Shanks quand il avait ses deux bras. Donc rappelez-nous bien nous de ça. Donc voilà, après les gens ils évoluent. Peut-être que Shanks a évolué, a développé encore plus son haki des rois, etc. machin. Par contre, on ne sait pas si Mihawk a le haki des rois, on sait qu'il maîtrise le haki de l'observation, le haki de l'armement. On ne sait pas encore ses autres compétences. Est-ce qu'il a un fruit du démon, est-ce qu'il n'en a pas? Est-ce qu'il a une faculté particulière parce qu'avec ses yeux spéciaux, etc. etc. Donc voilà, en tout cas, ça place quand même le niveau à peu près Yonko de cette génération-là, en disant qu'il a une prime presque de 4 milliards ou de 3 milliards, même plus élevée que celle de Luffy. En fait, il a une prime plus élevée que de 2 des 3 Yonko, des 4 Yonko qui sont présents. Donc ça veut quand même dire qu'il est craint par la marine pour sa puissance du coup, parce que lui, il n'a pas d'équipage, parce que des fois, c'est aussi le fait que tu as un équipage, il est tout seul, il est pour l'instant pas de fruit du démon, donc lui, c'est ça vraiment sa puissance à l'état pur qu'on peut mesurer grâce à cette prime-là, et sa dangerosité. Donc autant d'autres c'était autre chose, mais là lui, et puis maintenant comme je l'ai dit, les combats aujourd'hui sont plus avec le haki qu'avec les fruits du démon. Voilà, on a plein d'utilisateurs, même comme il s'appelle Kaido l'a dit, que ce qui fait la différence c'est le haki.
Tu peux t'as beau avoir un bête de fruit du démon, si t'as pas de haki, ça sert à rien. Si tu tombes sur quelqu'un qui a un haki puissant, donc ça peut compenser quoi. Donc on voit bien que Zoro, par exemple, avec des personnes comme Zoro, Shanks et Mihawk, et puis Roger, on a vu aussi Roger qui se battait avec des gens, voilà, parce qu'il avait un haki des rois surpuissant. Donc voilà, les combats, par exemple à Marineford, Barbe Blanche n'a pas utilisé le haki des rois, alors que là, quand il s'est battu avec Roger dans le flashback, on voit bien qu'il a le haki des rois et qu'il l'utilise. Donc les niveaux de combat et de puissance sont pas les mêmes qu'à Marineford que là. Donc je pense que les cartes ont été rebattues et là on peut dire que voilà, même si peut-être à Marineford on ne pouvait pas trop le dire, là on peut affirmer que Mihawk a le statut Yonko. Pour moi c'est évident. Donc après il y aura toujours des débats, je vois que ça fait discuter, et malgré que tu leur apportes, le manga leur apporte les preuves qu'aujourd'hui, en tout cas il a le niveau Yonko, en tout cas aujourd'hui, voilà, c'est écrit noir sur blanc, et les gens ne veulent pas l'admettre. Alors ça ne veut pas dire qu'il est plus fort qu'un tel ou un tel, c'est-à-dire qu'il a le niveau Yonko, qu'il a une puissance qui n'est pas à négliger. Tu peux pas venir comme ça, et voilà. Donc ça, c'est une des premières choses. Donc sur ce chapitre, c'est un très bon chapitre, qui remettent les choses en place, qui installe cette menace. Je me demande qu'est-ce que va faire cette alliance. Forcément, c'est une alliance qui va venir en aide à Luffy à un moment ou à un autre, parce que Mihawk, il est proche de Zoro, que Baggy, qu'on le veuille ou non, il est proche de Luffy, et Crocodile aussi, d'une manière ou d'une autre. C'est intéressant, cette alliance. Je me demande qu'est-ce qu'elle va amener. Quel va être son rôle à l'avenir. Donc c'est intéressant de voir ça. Ok, donc voilà pour le grosso modo. Puis oui, il y a la partie Sabo avec les révolutionnaires. Donc Sabo est en vie, et puis on va avoir une annonce, comment ça s'appelle, une révélation au prochain chapitre sur ce qui s'est passé. Enfin, est-ce qu'ils vont nous en parler au prochain chapitre? Je suis même pas sûr. On va peut-être partir sur totalement autre chose. Donc il y a une pause de toute façon la semaine prochaine et on verra. Donc voilà ce que je pouvais dire sur ce chapitre-là. Donc très bon chapitre qui fait beaucoup parler sur la twittosphère, la One Piece sphère, tout ce que tu veux se faire. Mais voilà, c'était cool, c'était bien et puis on attend la suite.